Bonsoir et bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour votre club de 20 minutes avec ce soir encore une belle brochette d'invités et un dessinateur qui vont désosser l'actualité trépidante, il faut bien le dire, de la semaine. Au menu ce soir, le triomphe du Rassemblement national aux élections européennes avec 31,5% des voix. Jordan Bardella obtient un score historique et il séduit dans toutes les catégories de Français, ce qui est nouveau. Je pense que si on met quelqu'un comme Bardella qui est jeune, qui a de l'ambition, je pense que ça peut fonctionner. Je sais que moi j'ai voté Marine Le Pen, je le cache pas du tout, j'ai voté Le Pen, parce que son programme il donne plus envie aux jeunes. Alors après la France qui souffre des classes populaires, pourquoi la France qui va bien des classes moyennes supérieures et des retraités a-t-elle basculé à son tour dimanche dernier à l'extrême droite? Claude Ascolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, le récit glaçant des actes commis il y a 40 ans par une bande de pédocriminels issus de la bonne société parisienne. Et puis nous accueillons notre invitée de la semaine. Ophélie Damblé est une agricultrice urbaine sur un compte Instagram à succès. Elle vante avec humour les mérites de ces plantes qui nous entourent et dont tout le monde se fout, mais pas nous bien sûr. Voilà le programme de ce soir, ça commence tout de suite. Alix Van P, comment ça va? Renaud, Salut très Alix, bien. bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver. Frédéric Seyss, Bonsoir Renaud. bienvenue, je suis gâté ce soir, comme tous les vendredis bien sûr. Et voici nos clubistes de ce soir avec une petite nouvelle, si je puis me permettre, une nouvelle recrue. Bienvenue à vous, Azilise Lecor. Merci beaucoup. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes Ravi. rédactrice en chef opinion au Journal du Dimanche. À vos côtés, Catherine Tricot. Bonsoir. Salut Catherine, ça va? Bienvenue. Directrice de la revue Regard, dont la une du dernier numéro apparaît à l'écran. Et là-bas au loin, je le reconnais, je crois apercevoir un certain Jean Quatremer. Ça va Jean? Bonsoir, oui, ça va très bien. Bienvenue Jean. Tout va bien Jean? Moi, j'adore venir à Paris. C'est vrai? Voilà. Oui. Je rappelle que vous venez de loin puisque vous êtes correspondant européen de Libération à Bruxelles. Vraiment, Exactement. quel voyageur. Tant que les frontières ne sont pas fermées, j'en profite. Revenez-nous vite Jean. Enfin, restez déjà pour l'instant. Et Thibaut Soultio pupitre. Salut Thibaut. Bonsoir Renaud. Bienvenue Thibaut, dessinateur. Vous avez contribué notamment au numéro printemps de la revue dessinée. Et bien tout de suite, on va commencer avec la première actualité de la semaine. Frédéric, dites-moi, au fait, dimanche dernier, il n'y avait pas aussi des élections européennes, Oui. y compris en Europe d'ailleurs? Oui, c'est ça, c'est une Alors bon. rumeur qui court. Il y avait aussi des élections européennes. Et d'ailleurs, quel contraste avec la situation française, puisque en Europe, c'est la stabilité, globalement, qui a prévalu. Certes, les droites radicales progressent, mais elles sont loin de pouvoir bloquer le Parlement européen, comme le risque en avait été soulevé. Finalement, en Europe, c'est la droite classique, bon teint, qui consolide sa première place devant les sociaux-démocrates. Voilà qui ne devrait pas chambouler les équilibres politiques aux abords du mercato européen, c'est-à-dire au moment où commencent les négociations pour les postes clés, par exemple la présidence de la Commission ou du Conseil. Jean Quatremer, pendant que la France se déchire, ça veut dire que les institutions européennes vont fonctionner comme avant? Mais il faut bien voir que les élections européennes, elles n'ont européennes que le nom. C'est en fait 27 petites élections nationales et c'est tamisé donc, par ce fait-là, puisque chaque pays a un nombre déterminé de députés européens qui dépendent de sa population. Donc la France, c'est 81 eurodéputés, le Luxembourg, c'est 6. Et ce sont des scrutins proportionnels, ce qui tamise encore plus. Il n'y a pas de scrutin majoritaire, si vous voulez. Donc ça tamise encore plus les effets les basculements. Donc le résultat, effectivement, il y a une petite poussée des droites radicales et de l'extrême droite, parce que je distingue bien droite radicale de l'extrême droite. Il y aura Il y a deux groupes. oui. Voilà, il y a deux groupes qui sont divisés. Il y a le CR, donc qui est le groupe des conservateurs, où siège notamment le PiS polonais, Fratelli d'Italia, etc. Les amis de Giorgia Meloni, la première ministre. Exactement. italienne, notamment, oui. Et ce sont donc en fait c'est un groupe qui est pro-ukrainien, atlantiste et plutôt, je dirais, eurosceptique. Et vous avez le groupe Identité Démocratie où siège le Rassemblement national, mais aussi le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas. Jusque-là, l'alternative für Deutschland allemande, mais qui a été exclue, mais qui va revenir, etc. Donc c'est beaucoup une droite dure, une droite pro-russe, une droite anti-atlantiste, une droite europhobe, et surtout une droite beaucoup plus libérale sur le plan sociétal que la droite dont je parlais précédemment. Et ils font en tout 200 à 220 sièges, soit 18% de l'hémicycle, ce qui est à peu près, grosso modo, ce qu'ils avaient dans l'ancien hémicycle. Et la majorité sortante, donc c'est-à-dire les conservateurs, les socialistes et les centristes, gardent la majorité, avec une majorité légèrement réduite, mais ça reste majoritaire. C'est tout le paradoxe, Catherine Tricot, au moment où la France est totalement bouleversée avec ces élections, cette dissolution, bien en Europe, il y a une sorte de paquebot comme ça qui continue presque tout droit.
Oui, enfin, je nuancerai un tout petit peu le propos qui vient d'être tenu par Jean, parce qu'en fait, on a quand même des lignes de force qui apparaissent, cette montée qui ne prend pas la dimension aussi du raz-de-marée, mais il y a quand même une montée de l'extrême droite, un affaissement des écologistes, un affaissement, enfin, une faiblesse, je dirais, de la gauche, qu'elle soit social-démocrate ou plus gauche de gauche. La GUE également recule de un siège, mais on a quand même des lignes de force. La GUE, c'est les communistes, gauche radicale. Oui, voilà. Donc on a quand même des phénomènes qui sont partagés en Europe et notamment la montée de la thématique de l'immigration. Moi, j'en conclus que d'abord notre représentation de la société du monde, elle est aussi influencée par ce qui se passe en Europe, par les débats européens, et que par ailleurs, même dans les apparences, par exemple le PPE, il a quand même glissé plutôt très à droite. Ouais. On sait que Mme von der Leyen veut faire alliance avec Mélanie et que donc on a à l'intérieur des glissements vers la droite. Même s'il y a ces glissements qu'évoque à l'instant Catherine Tricot, Aziz Lecor, c'est vrai qu'il y a une différence avec le fonctionnement en France qu'on évoquera un petit peu plus tard. Au Parlement européen, on a l'impression que ça fonctionne toujours quand même par coalition, alors parfois selon les textes, bien sûr, et que la coalition, en l'occurrence, la grande structure de cette coalition ne va pas changer entre le PPE, le PSE et le groupe Renew. Oui, mais là, on est quand même face à une grande inconnue pour la droite, c'est qu'on ne sait pas comment vont se créer les alliances. En effet, au sein du PPE, on nous annonçait un PPE plus conservateur, qui pouvait ressembler davantage au parti de Mélanie. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que le PPE, au vu de ce qui se passe aussi au niveau national, notamment en France, se dit attention, si des partis de droite classiques comme LR basculent dans une alliance avec le Rassemblement national, nous les exclurons du groupe. De la même manière, le groupe ID et le groupe conservateur continuent de discuter ensemble, mais on ne sait pas, par exemple, où siégeront la majorité des députés français du Rassemblement national, puisqu'ils avaient exclu d'entrée au groupe ID récemment, à la fin de la campagne. Il va y avoir un groupe commun des extrêmes droites qui se rassemblerait au Parlement européen. Absolument, et c'est la possibilité pour eux de peser réellement aujourd'hui face à un PPE plus modéré. Jean Quatremer. Ça n'arrivera jamais un grand groupe, ça fait des années et des années qu'ils tentent de le faire. Pour quelle raison ? Déjà, à cause de l'Ukraine en particulier, à cause de la Russie, du rapport à la Russie ? Parce qu'en fait, d'abord, ce sont des groupes nationalistes. Donc, ce sont des groupes qui n'arrivent pas à faire des compromis entre étrangers. Parce que l'Europe, c'est composé de plein d'étrangers. Voilà, quand on est français, on voit un Allemand est un étranger, un Italien est un étranger, etc. Donc, ils n'arrivent pas à faire alliance. Et ils ne sont pas d'accord idéologiquement. Je veux dire, sur l'Ukraine, vous avez 1000 fois raison, c'est une ligne de fracture. Vous imaginez que les Polonais du PiS vont accepter de travailler avec le Rassemblement national qui est couché devant Vladimir Poutine. Est-ce que le PPE arrivera à travailler avec le groupe conservateur ? C'est la question d'équilibre. Oui, sauf et qu'il c'est y a le pas but, de en effet, de Mélanie, aujourd'hui, de pouvoir se normaliser à tel point qu'elle pourra avoir une véritable influence et défendre des convictions occidentalistes au sein du Non, mais sauf que là, en l'occurrence, il n'y a pas de majorité entre le PPE et ECR, le groupe en question. On pense plutôt que Mélanie pourrait rejoindre dans une alliance technique le PPE comme les conservateurs britanniques en leur temps. C'est plutôt ça qu'on pense. Donc ça renforcerait encore le poids du PPE. Effectivement, ça le tirerait un peu plus vers la droite. Voilà. Pas toujours facile votre Europe 1 à comprendre. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer, Jean Quatremer. Tout de suite. Je suis clair quand même. Il y en a un autre qui est là pour nous éclairer, c'est Thibaut Soulcier, bien sûr, un dessin de Thibaut. Ursula von der Leyen consulte spécialiste qui lui dit si vous ne traitez pas rapidement contre ces termites identitaires, tout cela risque de s'effondrer. Exactement. C'est l'heure de la une internationale, à la une de Courrier International, le sabordage français. Emmanuel Macron a donc appuyé dimanche sur le feu nucléaire de la dissolution et fait exploser le paysage politique. Éric Ciotti rallie le Rassemblement national, la gauche se rassemble dans l'urgence, la majorité fait campagne contre les blocs des deux extrêmes et Emmanuel Macron, lui, semble se réjouir d'une clarification, dit-il, en cours. Les masques tombent finalement et la France se convertit à une forme de tripartisme. Aziz Lecor, finalement c'est une bonne idée ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je le regrette plutôt d'un point de vue démocratique. Mais de fait, il y a une tripartition politique qui est très claire. Il y a un bloc de droite nationale qui est conduit par le Rassemblement national aujourd'hui, un bloc de gauche et le bloc central qui est, lui, en totale perte de vitesse. C'est ce qu'on peut constater. Donc, il y a effectivement une clarification, comme le dit Emmanuel Macron, clarification, pour justifier... mais qui pose, à mon avis, des véritables questions démocratiques. Où sont les électeurs de François-Xavier Bellamy ? Où est-ce qu'ils sont représentés aujourd'hui ? Où sont représentés les électeurs de Glucksmann ? Voilà, se posent ces questions-là. Est-ce que peut exister des nuances, simplement pour que ceux qui votent aient un vrai représentant, au moins au premier tour. Et ensuite, les alliances pourront se faire peut-être au second, mais je trouve que démocratiquement, c'est assez délétère. Catherine Tricot, le retour aux urnes, ça peut être délétère démocratiquement ? Ou est-ce que c'est pas sain, finalement, de donner la parole aux électeurs ? Moi, je pense que c'était inéluctable, parce qu'on n'était pas obligé de le faire en 3 semaines.
Voilà, c'est qu'en 3 semaines, on ne permet déjà qu'Emmanuel Macron avait largement enjambé l'élection présidentielle. Vous vous souvenez qu'il avait accepté aucun débat et que finalement, ça avait été quand même très amputé, cette élection présidentielle. Et que là, on recommence sur les élections législatives avec 3 semaines, 1 semaine pour s'arranger, 15 jours à peine de débat. C'est-à-dire que les Français ne comprennent rien. En plus, avec le bouleversement qui est en train de se passer, on ne comprend pas ce qui se passe et on n'a pas le temps d'un débat pour trancher les problèmes qui doivent être. Jean Quatremer, sur ces 3 blocs idéologiques qu'évoquait Azilise Lecor, on a effectivement le sentiment que si vous ne faites pas partie de ces 3 blocs, Raphaël Glucksmann qui a eu des difficultés à se positionner, ou bien à droite, effectivement, François-Xavier Bellamy, on parlera tout à l'heure de LR qui est complètement en train d'imploser, eh bien vous risquez de ne plus exister. C'est ça la vie politique française de demain ? Écoutez, d'abord, ce qu'on est en train de payer, c'est 10 ans de macronisme qui a tenté de détruire le centre-gauche et le centre-droit, qui n'a pas tenté, qui les a détruits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il se retrouve donc effectivement avec une extrême droite extrêmement puissante, surpuissante. C'est quand même sans précédent depuis les années 40. Il faut quand même se rappeler la dernière fois que... D'ailleurs, ça me fait penser que le Front populaire, c'est quand même la Chambre qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mais ça, c'est un détail. 1940. Mais donc, aujourd'hui, on se retrouve face effectivement à une extrême droite. Une gauche qui pourrait renaître, incarnée par Glucksmann, mais avec le vrai risque et les filles. Mais le centre dont vous parlez, je ne le vois plus. Il est en train de disparaître. C'est-à-dire que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'absolument hallucinant parce qu'il a tué sa propre famille politique. C'est qu'il a voulu créer. Et une dernière notation, si vous me permettez, parce que c'est vu de l'étranger, c'est que à Bruxelles, personne ne comprend, je dis bien personne, ce qu'a fait Macron. Donc dès qu'il voit un Français... Non, il me dit, vous êtes Français, vous avez compris. Et donc je dis, non, c'est parce que je suis Français que je comprends, donc pas un Français qui comprend. Il est désagréable. Et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment Emmanuel Macron, seul, entouré de 4 conseillers totalement obscurs que personne ne connaît, peut décider de son sort. Bon, ça, à la limite, il a le droit de se faire un harakiri, du sort de la France, mais du sort de l'Union européenne. Personne n'était au courant. Ça soulève peut-être une autre question qu'on ne va pas aborder tout de suite, c'est la question des institutions françaises aussi. Mais on va passer d'abord par la case, si j'ose dire, Thibault Soulcier, car il en a une de case à nous faire découvrir. Clarification, je pratique la politique de la terre brûlée. Voilà. Et ben voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair en effet. Voilà. Merci Thibault. Frédéric, on va continuer, on va enchaîner toujours autour de cette dissolution et de ses conséquences avec votre duel de la semaine, Frédéric. Et ce duel, eh bien, ce sont 2 hommes qui se disputent un fauteuil qui est encore loin d'être conquis. Et à ma gauche, François Ruffin, 48 ans, député de la Somme, membre du groupe La France Insoumise, mais électron libre à gauche. À ma droite, Jean-Luc Mélenchon, 72 ans, fondateur de La France Insoumise, triple candidat à la présidentielle. Alors avec la conclusion d'un accord hier soir entre les forces de gauche, l'espoir renaît chez les socialistes, les insoumis, les écologistes, les communistes. Pourquoi pas une victoire, et si après tout, ça n'était pas perdu d'avance, si la gauche pouvait conquérir Matignon. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur un nom. Pas simple, surtout après ces dernières semaines où les noms d'oiseaux ont volé. Pas simple non plus en raison des divergences de fond sur l'Ukraine, sur Gaza ou encore sur le nucléaire. Alors il y a déjà un candidat qui est sorti du bois, alors très prudemment, un certain Jean-Luc Mélenchon, mercredi soir aux 20h. Je viens de dire que je m'en sens capable, que le groupe le plus important, compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien il fera une proposition. Il n'imposera rien, il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Je ne m'impose pas, exercice de modestie très loin de la campagne des législatives de 2022. Souvenez-vous du slogan, c'était « Élisez-moi Premier ministre », moi Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, à l'époque, c'était 22% de la présidentielle qui auréolait encore Jean-Luc Mélenchon. Désormais, les 9% de LFI ont bien sûr rebattu les cartes après les européennes. Mélenchon figure tutélaire chez les Insoumis, mais épouvantail pour d'autres partis. On a entendu par exemple Olivier Faure du Parti Socialiste être très mitigé sur cette candidature. Raphaël Glucksmann, lui, l'exclut carrément, l'hypothèse Mélenchon, tout comme François Hollande qui estime, je cite, que Mélenchon s'est disqualifié pour ce poste avec son comportement. Un autre nom semble faire un peu plus consensus, c'est François Ruffin. C'est d'ailleurs lui qui avait imaginé cette formule du nouveau Front populaire. Depuis la Picardie, comme pour montrer qu'il est un peu loin des enjeux et des jeux d'appareil parisiens, le député de la Somme, lui, ne dit pas non à Matignon. Je m'en sens capable aussi, et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens.
Alors c'est vrai que tout ça peut sembler un peu dérisoire, des jeux de personnes, des querelles d'appareils, au moment où le RN est aux portes du pouvoir, mais finalement ce choix du Premier ministre, de la personnalité, a des conséquences sur le scrutin. Les électeurs sociaux-démocrates hésiteront à soutenir un Front populaire qui couronnerait Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, les électeurs de la gauche radicale peuvent redouter que la bataille se solde par le retour de la gauche molle, comme ils l'ont dénoncé au temps des années François Hollande. D'autres noms circulent, comme celui de la socialiste Valérie Rabault ou de l'insoumise Clémentine Autain. Jean-Luc Mélenchon plaide, lui, pour que ce soit le groupe dominant dans la future assemblée à gauche qui désigne le ou la candidate à Matignon, avec l'idée bien sûr que ce serait l'idéal que ce soit LFI qui donne le nom. Mais à vrai dire, le dernier mot reviendra de toute façon au président de la République. Constitutionnellement, il peut choisir qui il veut. Catherine Tricot, vous, qui vous semble aujourd'hui le plus qualifié ou la plus qualifiée pour représenter la gauche à Matignon? C'est une question compliquée parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il a fallu rassembler des partis qui d'abord se sont un tout petit peu disputés, néanmoins qui ont réussi à se mettre d'accord sur un programme avec pas mal de choses assez solides, réellement partagées, et aussi sous la pression de la base. C'est-à-dire que vraiment, ça a poussé. Et sous la menace du Rassemblement national, c'est comme ce qu'il a, plutôt conduit à cette tendance. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait savoir qu'ils le voulaient. Et les syndicats, dès lundi soir, ont appelé aux manifestations ce week-end. C'est-à-dire que vraiment, il n'était pas question de ne pas aboutir. Donc il fallait... Vous distinguez quelqu'un, vous, qui... Moi, il me... Parlez sans crainte, c'est pas vous qui choisissez. C'est certain. Ce que je pense, c'est qu'il faut... Il y a un truc sur Twitter là, qui passe avec une proposition de gouvernement que j'ai trouvé assez sympathique parce que ça mettait en scène un peu la diversité. Moi, je trouve que Ruffin et Autain ont comme qualité à la fois de venir de LFI et en même temps de ne pas avoir pris tous les travers qui sont reprochés à Jean-Luc Mélenchon. Donc l'un et l'autre me semblent possibles et une est une femme. Aziz Lecor, on voit donc une foultitude de candidats potentiels pour Matignon à gauche. Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts, mais est-ce qu'ils ne jouent pas un petit peu, si j'ose dire, à la dinette? Parce qu'il va quand même d'abord falloir que la gauche gagne les élections, et visiblement, c'est loin d'être fait, alors on se parle. Oui, en effet, c'est loin d'être fait, mais ce que je trouve intéressant à gauche, c'est que contrairement à la droite qui s'écharpe et qui se divise, la gauche parvient à s'allier, et en plus ne se fiche pas sur la question de l'incarnation, mais font campagne d'abord sur un programme. Donc ils ont mis de côté les questions identitaires pour mettre en avant des propositions sociales. Oui. Ça, c'est l'inverse de ce que fait le Rassemblement national, par exemple. Absolument ce que fait l'inverse du Rassemblement national. Et même aujourd'hui, le Rassemblement national se droitise en prenant des positions plus libérales économiquement. Et là, on voit bien qu'ils peuvent gagner des points, notamment en essayant d'aller chercher peut-être un vote ouvrier qu'ils n'auraient plus acquis, ou un vote aussi des employés. Et donc, je pense que leur stratégie est intéressante. Ils sont loin de la victoire. Mais à mon avis, ils s'en rapprochent. Et la droite divisée doit se méfier de cela. Un dessin de Thibault, la machine est prête, mais qui va la conduire, c'est ça? Oui, qui va piloter gauche d'Orac? C'est moi, non, c'est moi, c'est moi. Merci Thibault. Frédéric, élection toujours, mais cette fois-ci on va revenir plus particulièrement aux résultats du scrutin qui s'est déroulé dimanche dernier en France. Et le raz-de-marée du Rassemblement national aux élections européennes en France, une véritable révolution électorale. Oui, le Rassemblement national prospère-t-il seulement sur le chômage et sur la désindustrialisation? Rien n'est moins sûr, à en croire les enquêtes sur le vote RN de dimanche dernier lors des élections européennes. 9000 personnes interrogées par Ipsos. Il s'avère que le parti de Marine Le Pen arrive en tête chez les cadres, chez les diplômés jusqu'à Bac+2 et chez ceux qui disent être satisfaits globalement de leur propre vie, bien loin du clivage observé à la présidentielle. Vous vous souvenez, Macron-Le Pen, la France qui va bien contre la France qui va mal. Jean Quatremer, le RN arrive d'ailleurs en tête à Saint-Jean-de-Luz ou à Paimpol, qui sont quand même des villes plutôt réputées pour leur douceur de vivre. L'explication sociale, économique du vote RN, elle ne suffit pas, elle ne suffit plus, elle n'est plus pertinente. C'est intéressant dans le sondage Ipsos que vous citez, c'est que c'était les préoccupations des Français. Sur quoi ils se sont déterminés? Alors en moyenne, les Français à 45% se sont déterminés sur la question du pouvoir d'achat, qui est une question très importante évidemment, puisque ça concerne aussi l'appauvrissement des classes moyennes. Et 43% l'immigration. Ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est 75% en 1, l'immigration. Ceux qui ont voté pour LR, c'est 57% en première position. L'immigration, ça ne veut rien dire en soi. Ce n'est pas les gens qui arrivent, on n'est pas envahis, etc. C'est en fait toute la question des valeurs, la question de la place de l'islam politique, et donc la campagne, en fait. Les questions identitaires, vous voulez dire, c'est ça? Identitaire, j'aime pas le mot identité, parce qu'il ne s'agit pas d'identité, parce que ça veut dire que les Français seraient racistes. Or, ce que montre aussi cette enquête Ipsos, c'est très intéressant, c'est que les gens ne sont pas racistes. C'est pas la question. C'est vraiment, encore une nouvelle fois, la question des valeurs.
C'est-à-dire quelle place on peut faire dans un espace, dans notre République, pour des gens qui ne croient pas, qui ne partagent pas nos croyances, qui ne partagent pas nos valeurs, qui considèrent que l'égalité homme-femme ne va pas de soi, etc., etc. Et c'est un sujet majeur. Et ceux qui ont fait la campagne du Rassemblement national, et c'est pour ça que je leur en voudrais pour toujours, c'est la France insoumise. Parce qu'en faisant comme unique but, enfin, pourtant comme unique thème de campagne, la guerre entre Israël et Gaza, la question, effectivement, le soutien au Hamas, des déclarations antisémites, je veux dire antisémites dignes de la droite, de l'extrême droite d'avant-guerre, veut dire qu'ils ont donné corps à ces craintes identitaires. Alors là, je reprends le mot, ces craintes identitaires. Donc à un moment, il va falloir peut-être se poser des vraies questions et répondre à ces angoisses des Français, et elles existent. Parmi les thèmes aussi, Catherine Tricot, on a pu voir qu'à Crépol, cette ville malheureusement connue par la rixe qui avait abouti à un mort et plusieurs blessés lors d'un bal populaire, on s'en souvient, le Rassemblement national a doublé ses voix et l'extrême droite a obtenu 50%. Ça fait aussi partie des choses qui infusent la société française. Oui, moi ce que je crois, c'est qu'il y a une grosse inquiétude sur le vivre, ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est que, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Notre société, elle va où ? Notre nation, notre pays, il va où ? C'est-à-dire que c'est des craintes qui sont individuelles, celui du déclassement qui peut s'incarner dans la question du pouvoir d'achat, mais c'est au-delà de la question de les pâtes que je vais acheter, quoi. C'est plus la question du déclassement individuel et du déclassement collectif, la place de la France. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'en fait, on alimente beaucoup d'inquiétudes sur l'évolution du monde et la place de la France dans le monde, mais la transformation du monde, d'une certaine manière, ce monde n'apparaît qu'inquiétant. Avant, il y avait les deux blocs qui faisaient référence, il y avait les soviétiques et les américains. Maintenant, on est un monde beaucoup plus divers et ça inquiète, alors que moi, je crois que c'est plutôt intéressant. Pour en revenir au vote RN, Aziz Lecor, pourquoi est-ce que face à ce sentiment qui se répand, qu'évoquait à l'instant Catherine Tricot, pourquoi est-ce que les électeurs, y compris donc de catégories sociales extrêmement différentes, se tournent vers le Rassemblement national ? Pourquoi est-ce que c'est devenu à ce point un réceptacle interclassiste ? Est-ce que c'est parce que le Rassemblement national propose un récit précisément pour répondre à ces inquiétudes-là ? Déjà, c'est parce que c'est le seul parti qui aujourd'hui marche sur deux jambes, sur une jambe sociale et sur une jambe, en effet, liée aux questions d'identité ou identitaire, je ne sais pas comment il faut le dire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la figure de Jordan Bardella, contrairement à Marine Le Pen, arrive à agréger un vote qui est celui des cadres, ce n'était pas du tout le cas si on regarde les chiffres à la présidentielle précédente pour Marine Le Pen, parce qu'il incarne justement cette possibilité de faire ressurgir le clivage droite-gauche. Et là, on le voit, c'est exactement ce qui se passe. Quand je disais tout à l'heure que le bloc central était exclu de l'élection aujourd'hui, on voit que en fait, il commence sur les thèmes économiques à changer de discours et il reprend un discours très classique de droite pour devenir un parti de gouvernement. Enterrer les réformes sociales, le retrait de l'abrogation de la réforme. Évidemment, et donc la France qui va bien, comme vous l'appelez, qui vote pour Jordan Bardella, c'est une France qui a peur de voir son identité disparaître aujourd'hui. Et la gauche dans tout ça, vous avez peut-être vu cette tribune très intéressante de la grande metteuse en scène Ariane Mouchkine dans Libération, engagée à gauche depuis des années, et elle fait une forme de mea culpa sur les personnalités de gauche engagée. Elle dit « Macron est bien trop petit pour porter à lui seul la totalité de ce désastre électoral. Nous, en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur. Puis, comme ils insistaient, dit-elle, dit Ariane Mouchkine, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. » Est-ce que c'est un mea culpa bienvenu, Jean Quatremer ? Mais c'est nécessaire. Et ce mea culpa devrait être partagé par Emmanuel Macron et par Renaissance. Je veux dire, ce qui s'est passé est dramatique. Et pourtant, on avait un précédent. Rappelez-vous 2002, le fameux moment où Lionel Jospin se fait éliminer dès le premier tour de la présidentielle. Moi, j'étais à peine né, mais Renaud Elie pourra un jour vous l'expliquer. On parlait du sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que là, vous avez un sentiment d'insécurité, donc lâchez-nous avec ça, allez vivre, vous vivez dans une banlieue, etc. Mais c'est un sentiment, en réalité, tout va bien. Et généralement, qui disait ça ? Les bobos des centres-villes. Lionel Jospin avait avoué ce qu'il avait appelé sa naïveté, pensant que simplement le recul du chômage, disait-il, permettrait de faire reculer le Front national. Et on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre la bonne santé économique d'un pays, parce que la France, pour l'instant, économiquement, va bien. Les États-Unis, c'est un pays qui va très bien aussi, mais qui se prépare à élire Trump. Les questions qui se posent sont autres aujourd'hui. Ouais. C'est des questions que la gauche et que le centre doivent aborder, mais de plein fouet. Il faut y aller. Vous qui êtes engagé à gauche aussi, que vous inspirent ces déclarations d'Ariane Mouchkine ? Eh bien, je pense qu'il y a une espèce de conscience qu'il y a eu un décalage entre la gauche et le peuple, c'est tout à fait certain. Maintenant, il faut ouvrir le débat sur comment on y répond. Parce qu'Ariane Mouchkine,
fait une proposition d'une certaine manière. Il faut revenir aux fondamentaux, au social et répondre aux questions identitaires dans un certain sens qui peut-être vous conviendrait, Jean. Moi, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai commencé à esquisser tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je crois, c'est qu'on ne contrebat pas les idées de peur et d'angoisse et de repli en faisant droit à cette vision du monde qui est une vision de l'Occident qui est en train de décliner et que ça serait ça la catastrophe. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que le monde devienne monde. C'est-à-dire que nous soyons dedans et que nous y prenions notre place. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'on ne répondra pas aux angoisses populaires uniquement par les questions sociales, pas seulement la question du SMIC, pas simplement la question de la retraite, mais aussi par un autre récit qu'il faut construire. Il y a le récil, il y a la politique, et puis il y a l'art aussi. L'art, oui, parce que si Macron était le Mozart de la finance, Bardella est le Picasso des élections. Il est dans sa période marron. Merci Thibault. Alix, c'est l'heure de votre point com de la semaine. Cette semaine, donc, c'est toujours ce tremblement de terre politique qui pourrait être triste à en pleurer. Donc, mieux vaut en rire, c'est ça ? Mieux vaut en rire. En voilà un autre récit, mais un peu plus drôle cette fois-ci. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche n'était qu'un premier tremblement de terre suivi de répliques sismiques toute la semaine, en particulier ce mardi chez les Républicains, quand Éric Ciotti a proposé une alliance avec le Rassemblement national. Certains internautes donc ont choisi d'en rire, en effet, avec ceux mêmes, par exemple, inspirés des Simpsons, à gauche, à la place de Homer, Ciotti qui annonce une alliance entre LR et le RN, et à sa droite, tous ses proches qui le regardent avec un œil torve. C'est l'humour Internet, hein, Renaud, c'est pour ça. Sur X. Je connais Internet. Ah oui, d'accord, merci. La colère de certains sympathisants LR qui se sont sentis trahis par cette décision a vite laissé place au fou rire général, avec notamment ce tweet. Le déguisement était naze, on aurait dû le reconnaître avant, avec donc une comparaison avec le collabo M. Ramirez dans Papy fait de la résistance. Éric Ciotti, exclu de son parti par les barons de la droite, est allé se retrancher seul donc au siège des Républicains. Et les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu ont vraiment suivi donc ce retranchement minute après minute depuis son arrivée à son bureau, comme si de rien n'était, avec cette phrase assez magique à une journaliste qui lui demande « Mais où allez-vous ?» Il lui dit « Je vais à mon bureau ». Voilà. Un autocommentaire bienvenu. Pour prouver qu'il travaille, Éric Ciotti a ensuite publié une vidéo sur X de lui-même derrière son bureau sur fond de musique qui semble tirer de Pirates des Caraïbes avant un assaut contre l'ennemi. Un bureau assez immaculé d'ailleurs. Plutôt décrié. Pas d'ordinateur, rien. Non, rien du tout. Les huissiers sont passés juste avant, c'est possible. Autre tweet moqueur, direct, Éric Ciotti en fuite après avoir volé les deux principales reliques des Républicains, le pain au chocolat de Jean-François Copé et les costumes de François Fillon, avec donc une voiture qui va à fond sur l'autoroute. Par manque de temps, parce qu'on n'a pas toute la journée, je vous passe la guéguerre des accès aux réseaux sociaux chez les Républicains, qui a accès à Facebook, qui a accès à Twitter. L'intervention d'Annie Genevard, désormais à la tête des Républicains, pour pénétrer dans les locaux du parti, sauf que la clé ne marchait pas, ça a mis un moment. Bon. En cette journée surréaliste, digne d'un scénario de Buñuel, eh bien, les internautes ont imaginé une issue aussi totalement surréaliste. Mais attention, là, c'est une imagination de scénario. Par exemple, Gérard Larcher proposé comme bélier pour enfoncer la porte et donc pouvoir intégrer les locaux. Oui, bon, à chacun son humour, c'est de l'humour sur X. Autre exemple sur X, appâter Éric Ciotti à l'aide d'un crochet auquel on aurait attaché une abaya pour le faire sortir de donc ce bureau. Ou encore une autre vidéo détournée d'Éric Ciotti, toujours retranché dans son bureau, armé en négociation avec le GIGN pour être délogé. Je vous préviens, le premier qui approche, je le mets, j'hésiterai pas. Il n'hésitera pas, bon, je précise. C'est pour de faux, hein. C'est faux, évidemment c'est faux. C'est un autre scénario qui a eu lieu tout aussi impressionnant, hein, je pense. Et voilà ce à quoi ça a ressemblé. Après plusieurs sommations, c'est finalement Valérie Pécresse qui arrive au siège LR pour déloger Éric Ciotti, exit le GIGN. Et on précise que Valérie Pécresse a quand même retroussé ses manches avant d'y aller, avant d'intervenir façon Sarah Connor dans Terminator. Donc tout ça ressemblait très très fort à un film d'action américain. D'ailleurs, les internautes ont réfléchi à la suite du casting, on le voit notamment dans ce tweet. C'est bel et bien Jason Statham qui jouera Éric Ciotti dans Barricaded, l'histoire de ce député d'extrême droite barricadé dans le siège de son parti politique. Décidément, ce mercredi n'était vraiment pas la journée des Éric, parce que le psychodrame d'Éric Ciotti s'est déroulé en même temps que la fracture chez Reconquête entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, cette fois. Donc dans ce vaudeville politique, certains ont quand même décidé de voir le verre à moitié plein. Par exemple, Jean-François Copé, qui n'a pas parlé de pain au chocolat cette semaine, mais qui s'est félicité que le coup d'éclat de l'ex-président des LR rassemble enfin
tous les Républicains contre Éric Ciotti. Voilà une bonne nouvelle. Azilise Lecor, que vous inspire ce drôle de spectacle? Mais là, vous avez réussi à m'en faire rire de nouveau, mais j'ai plutôt ri les premiers jours et il faut admettre que c'est assez pathétique d'assister à cela. Mais c'est assez intéressant quand même, dans le fond, parce qu'on voit qu'il y a en effet une partie des adhérents et une partie des sympathisants les Républicains qui vont suivre Éric Ciotti dans sa démarche, de la même manière que d'autres se tourneront peut-être de manière minoritaire vers la majorité présidentielle. Mais la question, c'est que restera-t-il de cette droite? Est-ce que, à mon avis, les Républicains sont morts? Mais est-ce qu'elle pourra renaître d'ici 2027 sous une autre forme? Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui pour une droite gaulliste? Eh bien, moi je l'espère, mais on ne le sait pas encore. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Azilise Lecor. Figurez-vous que Thibaut Soulcier leur a trouvé du boulot. Eh oui, eh bien, il y a des places d'humoristes à prendre en ce moment sur France Inter, donc c'est parfait pour les LR. Eh ben voilà, tout s'arrange. Merci Thibaut, heureusement que vous êtes là. Sacré bureau de recrutement. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invitée de la semaine. Ophélie Damblé est agricultrice urbaine. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous avez créé un compte Instagram, Ta Mère Nature, pour raconter les incroyables qualités de ces plantes dont tout le monde se fout. Alors, ces plantes dont tout le monde se fout, ça c'est le titre de votre livre, votre guide botanique des plantes dont tout le monde se fout. Et d'abord, parmi ces plantes, ces fameuses mauvaises herbes. Mais vous expliquez qu'au fond, ça n'existe pas, les mauvaises herbes, c'est ça? Il n'y a que des herbes qui sont mal aimées? Exactement. Ah. Oui, je vous rassure, toutes les plantes sont sympas, même si elles ne nous rendent pas des services directement. Elles aident plein d'autres êtres vivants, comme les insectes, les oiseaux. Il y a plein d'avantages. À quoi ça sert, les mauvaises herbes? À quoi ça sert? Oui. Ça sert à faire tourner le monde correctement. Alors bon. Depuis le temps que je le dis. On ne pourrait pas vivre sans mauvaises herbes. Exactement, puisqu'on oublie qu'elles sont le gîte et le couvert de bon nombre d'animaux. Donc rien que pour ça. Et puis c'est des plantes qui aident à maintenir la vie du sol aussi, le sol qui nous nourrit. Et vous parlez aussi, vous décrivez ce que vous appelez les plantes moches. C'est quoi des plantes moches? Des plantes affaire de goût, en fait. Oui, c'est complètement des affaires de goût, de mode. Et d'ailleurs, les mauvaises herbes aussi, c'est une histoire de mode. Il y a des plantes qu'on déconsidère complètement aujourd'hui et qui étaient largement consommées il y a encore quelques années. Comme lesquelles, par exemple? Comme l'ortie, qui a pu aussi aider les gens durant la famine. Vous parlez d'un pesto aux orties, d'ailleurs. Exactement. Alors, c'est ça qui est génial avec l'ortie. C'est une de mes plantes préférées parce que je la trouve très pop. Même un enfant de 4 ans peut la reconnaître, juste en la touchant. Oui, ça, la prendre à pleine main, il va la reconnaître. Ouais. Exactement. Et alors, le pesto, on peut s'amuser à faire des recettes avec l'ortie, évidemment, si on a des gants. Mais avant ça, moi, je trouve ça important de rappeler qu'il y a des petites règles d'or avant de s'amuser à piller comme ça les zones sauvages et bien se renseigner pour savoir si c'est des zones protégées ou non, si c'est des zones polluées ou non aussi. Voilà. Azilise Lecor, je crois que vous avez une question. Je me demandais, quand on vit en milieu urbain, est-ce qu'il y a des plantes comestibles qu'on peut trouver dans notre environnement? Sur le papier, il y a plein de plantes autour de nous qui sont comestibles. Elles poussent au pied des caniveaux, au pied de nos immeubles. Donc ça, c'est sur le papier, mais évidemment qu'on est sur des zones qui sont extrêmement polluées par les hydrocarbures, par les petites urines de nos copains les canidés. Donc évidemment que je vous invite pas à les consommer, mais à les reconnaître. Et c'est là où il suffit de descendre au pied de son immeuble, encore une fois, et de se lancer dans une aventure botanique, en fait. Parce que la biodiversité, elle est vraiment pas que dans les forêts primaires ou à l'autre bout de la planète, elle est au pied de chez nous. S'il y a bien un endroit où on ne risque pas trop de trouver des mauvaises herbes, c'est dans les jardins à la française. Justement, je voulais vous demander ce que vous en pensez. C'est à peu près tout l'inverse de ce que vous prenez, non? Exactement. C'est intéressant parce que je connais un jardinier qui travaille au jardin des Tuileries et donc on a une manière de travailler qui est complètement à l'opposé. Et moi, c'est vrai que déjà, je ne prends pas le temps de désherber, comme je dis. Moi, je laisse pousser les fameuses pâquerettes, par exemple. Et j'ai trouvé une bonne cohabitation entre à la fois les plantes que je cultive, comme les tomates pour les manger, et à côté, des plantes qui vont juste nourrir les insectes. Et je prends l'exemple du rumex, par exemple, que j'ai laissé pousser et qui est rempli de pucerons. Et du coup, ça détourne les pucerons de mes plants à moi qui, du coup, ne se font pas attaquer. Donc, on peut aussi créer comme ça des services écosystémiques qui sont hyper intéressants. Un dernier petit conseil, santé. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez quelles sont les meilleures plantes pour la santé? C'est pour un ami qui vit à Bruxelles. Allez-y. Alors moi, le meilleur conseil, c'est juste de sortir de chez soi, marcher et observer les plantes. Ça, c'est super pour la santé. Moi, je ne fais pas de pratique illégale de la médecine. Je ne vais pas vous dire quelles sont les vertus des unes et des autres plantes.
personne ne regarde. Non, parce qu'il peut y avoir des contre-indications aussi. Vous avez raison. Donc il faut faire attention à justement pas jouer aux petits chimistes et à se lancer en soignant des cancers avec des tisanes. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Déjà, juste de les reconnaître et d'être un peu humble par rapport à ça, parce qu'on peut vite prendre la confiance en se disant ça, c'est telle plante, telle plante. Il y a plein de pièges, exactement. Il y a quand même 9000 intoxications par an. Un peu comme les champignons. Voilà, il faut faire attention en vrai. Merci, votre prudence vous honore. Et pour bien faire attention, il faut d'une part regarder votre chaîne YouTube, donc Ta Mère Nature, et puis il faut bien sûr lire votre guide botanique des plantes dont tout le monde se fout, mais pas vous, et nous non plus, paru donc aux éditions Solar. Et pour nous aider à les reconnaître, ces plantes, il y a aussi un petit conseil de notre ami Thibaut Soulcier. Ah oui, il y en a une qu'on voit qui pousse partout, elle est moche et on s'en fiche, c'est François Hollande. Mais lui, on n'a pas encore trouvé son utilité. Vous êtes dur quand même, Thibaut. Merci Ophélie d'emblée. Et vous allez céder votre place dans un instant à une autre belle plante, c'est notre ami Claude Askolovitch, bien sûr. Merci à vous. Bonsoir Claude, bienvenue à vous. Je suis de l'espèce des chênes qu'on abat. Absolument, mais vous avez encore du temps, rassurez-vous. Bienvenue à vous Claude, et bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine. Et ce soir, cette histoire, elle nous fait remonter 40 ans en arrière. Absolument Renaud, mais elle commence cette histoire aujourd'hui par 3 adultes célèbres, la crème de nos élites, à qui l'on vient de dire que leur père avait été un monstre, un violeur d'enfants. Comment croire cela? Oui, mais comment le réfuter? Et dans Libération, on a pu lire cette semaine les mots démunis de Mathieu Ricard, qui est un essayiste célèbre, un moine bouddhiste, les mots de sa sœur Ève, qui elle est orthophoniste et qui écrit des beaux livres pour apprivoiser sa maladie de Parkinson, et de leur frère Nicolas Revel, l'un des hommes clés des sommets de l'État. Nous souhaitons que la justice puisse établir ce qui s'est passé. C'est l'attente de la victime dont nous ne doutons d'aucune manière de la sincérité et de la douleur. C'est aussi notre attente, car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent notre père, dont tout ce que nous savons se situe aux antipodes des actes qui lui sont prêtés. Leur père s'appelait Jean-François Revel, vous l'avez peut-être oublié, mais pour ma génération encore, ce fut un phare, un journaliste et une conscience, un gardien de la démocratie dans ce XXe siècle qui, disait-il, avait été celui du vice. À sa mort en 2006, le journal Le Monde le définissait comme un héritier de Socrate, un homme qui préférait la raison aux croyances et qui repoussait les erreurs de jugement. Comment alors imaginer Jean-François Revel, parmi d'autres hommes puissants, faisant subir à des enfants des sévices sexuels que je me refuse à décrire ici, dans un appartement parisien du 7e arrondissement? Mais pourtant, désormais, j'ai cette image en tête. Depuis que jeudi, le site internet de Libération a publié le premier volet d'une enquête fleuve nourrie des accusations d'une femme âgée de 50 ans, Inès Chavin, qui si longtemps avait gardé en elle les horreurs de son enfance et qui peine encore à maîtriser les spasmes de son corps quand elle raconte comment, petite fille, elle fut livrée par son père adoptif à un cercle d'amateurs d'enfants, des esthètes pervers, inspirés par le pédophile assumé et alors à la mode, Gabriel Matzneff, qui était de ses partis. Pas seulement lui, Matzneff, mais aussi des notables, des gens estimables, donc Revel, dit Inès, mais également, dit-elle, Claude Imbert, encore un repère du journaliste, un homme brûlant et sceptique qui nous gardait, un des cofondateurs du Point. Je cite Revel et Imbert qui tous les deux sont partis parce que pour moi, leur perversion relève de l'inconcevable et pourtant les mots sont écrits. Le fils de Claude Imbert a d'abord rejeté les accusations d'Inès Chavin, des mensonges, a-t-il dit, qui témoignent du MeToo, qui serait le macartisme de notre époque, donc une défense idéologique. Et puis il s'est ravisé, il a recontacté Libération et il a ajouté ceci. Si les faits rapportés sont exacts, ce dont je persiste à vouloir douter, j'en suis accablé et évidemment profondément désolé pour Inès. Et en attendant de lire au fil des jours dans Libération toute l'enquête, de savoir toutes les détresses d'Inès Chavin, en attendant peut-être d'accepter de croire sans réserve ces horreurs qui viennent après tant d'autres, je ressens douloureusement ces mots d'un fils qui doit persister à douter que son père fut un diable. J'y lis déjà une abdication, comme si nous admettions que le mal est une certitude, que nul n'y échappe et que de nos passés, rien ne nous sera laissé. Merci Claude. Un dessin de Thibaut Soulcier. Comme souvent après les chroniques de Claude, un ange passe. Oui, je vais porter plainte contre mon père. Merci Thibaut. Mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Catherine Tricot. Il s'agit donc des Biden, père et fils, le fils venant d'être condamné pour port illégal d'armes. Oui, sous emprise de la drogue. Il a connu
sa dépendance, et c'était donc en 2018. Et moi, ce qui m'a intéressée dans cette histoire, qui est une histoire finalement assez banale, je dirais, si ça ne touchait pas Biden, c'est la réaction qu'a eu Joe Biden, qui a dit « il est hors de question qu'évidemment j'utilise la grâce présidentielle et je fais confiance à la justice de mon pays ». C'est exactement la position inverse de Donald Trump, qui lui a été condamné de 34 chefs d'accusation à l'unanimité du jury et qui a décrié la justice de son pays, qui a décrit son pays comme un pays fasciste et qui, après avoir contesté les résultats des élections, maintenant met à mal le système de droit et de justice. Et tout ça va se régler le 5 novembre, mais ça fait peur. Merci Catherine. Jean Quatremer, votre photo, elle nous emmène au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, pour la première fois, le Conseil, enfin deuxième fois plutôt, parce que là, cette fois-ci, mais voté par les États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une libération évidemment immédiate des otages. Alors pourquoi c'est la deuxième fois, parce qu'il y a déjà eu une résolution qui a été votée, mais là, les États-Unis s'étaient abstenus. Ce qui est intéressant, il faut quand même rappeler que si la guerre dure, certes, Israël l'amène, mais le Hamas refuse de se rendre. Ça, c'est quand même quelque chose. Et moi, ce qui me fascine dans toutes ces résolutions, je trouve ça très bien qu'on demande à Israël, qui est un État démocratique, d'arrêter de taper sur des civils, mais les civils, c'est le Hamas, une organisation terroriste qui se sert des civils comme bouclier. Donc là, j'en profite pour le rappeler une nouvelle fois, Israël n'est pas le seul coupable dans cette affaire. Merci voilà. Jean Quatremer. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, l'ONU siffle le cessez-le-feu. Temps mort. Voilà. Merci Thibaut. Et puis on va finir avec votre photo, votre choix, Azilise Lecor. Il s'agit d'un hommage à Françoise Hardy. Oui, par la douceur de sa voix, la poésie de ses mots, sa délicatesse, sa grâce. Elle symbolisait l'élégance à la française. Et pour lui rendre hommage, j'aimerais la citer. Elle chantait « Là où vivaient des arbres, maintenant la ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existe plus, ça m'émeut. C'est dans la maison où j'ai grandi, elle racontait cette France des années 60 qui se modernisait, la singularité des paysages français qui disparaissaient. Et c'était bel et bien la chanteuse de la mélancolie, en amour, mais pas seulement. Merci pour ce bel hommage. C'est maintenant l'heure de retrouver l'inimitable Benoît Forgeard, l'autre poète, notre poète préféré, qui illumine nos vendredis soirs. Ce soir, dans Dérive des continents, Forgeard se demande, au fait, quelle mouche a piqué le président ? Bonsoir Renaud, il est des phénomènes dont le sens n'apparaît que très longtemps après coup et d'autres qui n'ont pas de sens du tout. Comment faire face au surgissement de l'absurde quand le fantôme d'Alfred Jarry se met à écrire les discours du président ? Le cerveau d'Emmanuel Macron, déjà sujet à interrogation, est devenu depuis dimanche un objet de fascination, plus difficile à déchiffrer que le codex Seraphinianus et les chansons d'Alain Bachung. Ah, si seulement Emmanuel Macron était poète, et poète seulement, on aurait tous apprécié, chacun selon sa sensibilité, la métaphore de cette chambre dissoute comme le souvenir d'un amour impossible qu'on se résigne à faire fondre dans un doigt de Prosecco. On aurait applaudi les allitérations sifflées du vers « Je dissous dès ce soir » et on serait passé à autre chose. Si Emmanuel Macron était poète, il aurait pu écrire pour Françoise Hardy « Si tu crois un jour que tu m'aimes et si tu t'abstiens de voter Le Pen, viens me retrouver ». Hélas, il n'est que président et les poèmes qu'écrivent les présidents s'appellent des décrets, décisions plus ou moins heureuses qu'on retrouve ensuite dans la vraie vie sous forme de file d'attente, de plaise ou de bosse. Voilà pourquoi il faut souvent craindre le pire de la part d'un président romantique. Oh, je vois bien comment les choses ont pu se passer. Les célébrations du D-Day, le récit viril des vétérans, une escouade de conseillers écarlates enivrés par leurs propres stratagèmes, De Gaulle à fond dans le casque, un coup de rouge là-dessus, et voilà comment on en vient à se tirer une balle dans le pied, qui plus est chaussée d'une Weston achetée à crédit. Chirac était tombé dans le même panneau il y a longtemps. Bon souvenir, remarquez. Les présidents sont de grands enfants, vendez-leur un récit où ils triomphent, ils vous l'achètent. Et tant pis s'il ne tient pas debout. Rien de pire qu'un homme persuadé d'avoir un destin si vous l'avez pour chef. Enfin, peu parmi nous ont eu l'opportunité d'accomplir un second mandat à la tête de l'État. Que sait-on des effets terribles que la pression exerce sur les neurones à de telles profondeurs ? Et si nous n'étions au fond, mes chers concitoyens, que les victimes collatérales d'un remarquable burn-out ? C'est peut-être ça, oui. Merci Forgeard de nous avoir éclairé. Un dernier dessin de Thibaut Soulcier. Oui, demain, il y a des manifs contre l'extrême droite et c'est aussi le mois des fiertés. Alors lève le menton, il n'y a pas de honte à être de gauche. Merci Thibaut. Merci les amis. On se retrouve demain justement à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international. Comme d'habitude, on va donc se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à cette actualité politique dont nous avons beaucoup débattu ce soir.
Il y a un instant, Benoît Forgeard nous a donc proposé une hypothèse. Effectivement, le paysage politique explose après que notre jeune président a donc décidé d'appuyer sur le bouton nucléaire de la dissolution. C'est peut-être parce que, comme le chantait Sabine Paturel... Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Tchuss. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas